Les impromptus. Les impromptus. Les impromptus de Fréquence Protestante. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, pour ce nouvel impromptu sur Fréquence Protestante. Pascal Monge au micro. Merci Arnaud à la réalisation technique et Rémi à la coordination. Avec la joie d'accueillir un écrivain, peintre, conteur, réalisateur, militant de la paix et des droits de l'homme, historien, érudit. Ses mémoires sont parus en 2019 chez Robert Laffont, avec pour titre « Mémoire, je rêvais de changer le monde ». Édition Robert Laffont, donc. Nous sommes en 2026. Vous venez de fêter le 27 janvier dernier votre 90e anniversaire. Bonjour et bon anniversaire, Marek Alter. Bonjour. Vous rêvez toujours de changer le monde? Oui, bien sûr, autrement, pourquoi continuer? Vous savez, les gens aujourd'hui, ils pensent préserver ce qu'ils ont. Et pourtant, ils se révoltent contre l'état des choses. On n'est pas... On peut toujours améliorer la vie de nos enfants, petits-enfants. Et d'abord, on peut la prolonger. Oui. On vit plus longtemps. Mon père est mort à l'âge de 54 ans. Ouais. Moi, j'ai déjà presque le double. Salomon Lévy, papa. Il s'appelait Salomon Lévy. C'est ça, oui. Et Paula Pearl, la maman. C'est ça. Voilà. Lui, il était en primaire depuis des générations, depuis Gutenberg, 1425, à Strasbourg, puisque c'est là où Gutenberg a inventé l'imprimerie. Et ma mère était une poétesse yiddish. Alors, votre histoire d'écrivain, c'est grâce à vos parents? On peut penser cela, je ne pense pas. C'est grâce à la France. Parce que moi, je suis né en Pologne, à Varsovie, qui est devenu ghetto très vite, puisque j'avais 4 ans quand les Allemands ont pris Varsovie. Et Varsovie, une ville d'1 million d'habitants, 470 000 juifs. Ça veut dire chaque deuxième habitant était juif. C'est la plus grande ville juive du monde. Et c'est devenu une sorte de souricière, des juifs enfermés pour pouvoir les envoyer à la mort. Mon père était un syndicaliste. Dans les syndicats, il y avait... Chef de syndicaliste, même d'ailleurs. Chef des syndicalistes. Secrétaire général. Secrétaire général, voilà, tout à fait. Il n'y avait pas de chef. Et pas de chef. Secrétaire général. Dans les syndicats, il y avait des membres juifs et catholiques. Les catholiques, les protestants, les chrétiens sont venus nous chercher dans les ghettos pour nous dire que c'était le moment de partir. Les portes des ghettos seront fermées et ça sera trop tard. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'en ce moment-là, la Pologne était coupée en deux. Une partie était occupée par l'armée rouge, l'autre par les nazis. C'était le pacte Staline-Hitler. Donc, notre objectif, c'était de fuir les ghettos et passer des côtés soviétiques. Et on a réussi, puisque je suis là. Les Russes nous ont accueillis, nous ont envoyés à Moscou. Et Moscou, très vite, était aussi sous les bombes, puisque l'Allemagne a attaqué la Russie. Staline nous a envoyés au Kazakhstan, en Asie centrale, où ma petite sœur est morte de faim. Puis en Ouzbékistan, où j'ai grandi. Ouzbékistan, très beau pays, très beau pays.
musulman, mais c'est là où il y avait les penseurs musulmans les plus connus, comme El-Bukhari. C'est lui qui a les premiers grands commentateurs du Coran. Donc, vient de Bukhara, que j'ai visité à l'époque. Et en 2 mots, il m'est arrivé une chose qui a marqué, je crois, mes rapports avec les gens et surtout avec les grands de ce monde, les hommes politiques, les responsables. C'est qu'on m'a envoyé en délégation d'Ouzbékistan le jour de la victoire, donc 5 mai. Oui, je vois ce que vous voulez dire. 5 mai, oui. Oui, 5 mai 45, oui. À Moscou pour donner un bouquet à Staline. Et là, j'ai découvert un homme comme tous les hommes. On pensait que c'était le grand leader. Là, quand on parle, il y a des grands timoniers pour la Chine. Les guides suprêmes pour l'Iran. Ils sont suprêmes. Si c'est un bon cuisinier, ça va encore, mais c'était de mauvais cuisiniers. Et j'ai trouvé un homme plutôt petit, insignifiant, avec des petits trous sur les joues, certainement, les restes des maladies enfantines, sentant le tabac, puisqu'il fumait la pipe, et j'ai horreur de l'odeur du tabac. Donc, au lieu de m'approcher de lui pour donner les fleurs, j'ai reculé, et c'est lui qui est venu vers moi pour chercher son bouquet. Et je crois que symboliquement, c'est important. Et pour vous, enfant du ghetto de Varsovie, c'est l'histoire qui vous happe en arrivant à Paris, à 14-15 ans. Première grande rencontre avec Marcel Marceau. Vous ne parliez pas le français, donc pour les mimes, c'était formidable. Et surtout, en 1969, la chance. La chance a beaucoup compté dans votre existence, vous l'avez toujours dit. Vous rencontrez Pierre Viançon-Pontet, rédacteur en chef du Monde, qui vous a pris sous sa protection, dites-vous. Oui, c'est grâce à lui que j'ai écrit mon premier livre, Le Fou et les Rois. Alors justement, de ce livre, Le Fou et les Rois, édité en 1976, voyage aux 4 coins de la planète, consacré à la paix au Proche-Orient, un best-seller. Vous y parlez de la guerre, de la paix, de l'art. Alors, nous sommes le 3 mars 2026. On parle plus que jamais d'un tournant de l'histoire au Proche-Orient. Elle se répète, l'histoire, Marek Alter? Non, elle se répète jamais. Non, parce que c'est comme disaient déjà les Grecs autour des Socrates, quand vous rentrez dans une rivière, 1 minute après, ça n'est plus la même rivière, puisque l'eau coule. Vous n'avez pas changé, mais la rivière a changé. Non, Engels, qui était le grand copain de Marx, disait l'histoire ne se répète pas, elle bégait. Parce que nous avons l'impression qu'elle se répète. C'est comme les bégaiements. Mais elle ne se répète pas, non. Ce ne sont plus les mêmes gens. Ce n'est plus le même cadre, le même environnement. Aujourd'hui, on continue à s'entretuer, mais les moyens sont différents. On tue beaucoup plus de gens en moins de temps. Oui, bien sûr. Et vous publiez des dessins dans le journal Le Monde, car votre vocation, c'est la peinture. Vous avez commencé grâce à Savignac dans la publicité pour les dessins. Une partie de votre vie, et encore maintenant, c'est donc la peinture. Votre femme, Clara, sculptrice, a notamment conçu en 2000 le mur pour la paix. Toujours autour de vous, la paix, le pacifisme. Le mur pour la paix, donc sur l'esplanade du Champ de Mars. Elle a guidé le début de votre vie d'écrivain. D'un commun accord, elle sera sculptrice, elle, et elle vous demande quoi, à vous, Marek? Oui, quand mon livre est sorti, mon premier livre, donc, Le Fou et les Rois, et il a eu le succès qu'il a eu, elle m'a convoqué solennellement dans un bistrot. On habite dans les Marais, donc place des Vosges,
sous l'œil vigilant de Victor Hugo, et il m'a demandé, est-ce que tu veux rester peintre ou si tu veux devenir écrivain? J'ai dit, j'aime bien raconter des histoires, faire passer les histoires, transmettre la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour deux écrivains dans la même famille. Elle écrivait à l'époque, elle dirigeait avec Clara Malraux, la femme de Malraux, une revue qui s'appelait Éléments pour la paix au Proche-Orient. Oui, vous avez fondé avec elle une revue, c'est cette revue dont vous parlez, qui réunissait des écrivains arabes, juifs. Le pacifisme vous a toujours guidé. Oui, parce que il n'y a rien de plus fort et de plus précieux que la vie. Sauver une vie, c'est dans la Bible et dans les Corans. Hein. Sauver une vie, c'est comme si on sauvait toute l'humanité. Toute l'humanité, voilà, exactement. Donc, je lui ai dit, je pense que je vais commencer un autre livre. Elle dit, d'accord, dans ce cas, moi, je cesse d'écrire et je commence la peinture. Mais elle a gardé, en vérité, les lettres, la calligraphie. Donc, sa peinture, c'était la calligraphie. Et un mot qui revenait tout le temps, le seul qui était lisible, c'est la paix dans 52 langues. Pacifisme et droits de l'homme, toujours auprès de vous. Après la chute du communisme, vous êtes invité par Andreï Sakharov. Vous avez été d'ailleurs président de l'Institut Sakharov. Vous aimez la littérature et la fidélité chez les Russes depuis très longtemps, n'est-ce pas? Oui, j'aime la Russie. Bon, d'abord, ils m'ont sauvé la vie. Donc je ne peux que les aimer. Enfin, mais c'est vrai qu'ils ont une littérature magnifique. Tolstoï, Dostoïevski, Tourgueniev, Tchekhov, Gogol. La musique, Tchaïkovski, Borodine, Rimsky-Korsakov. Les peintres, les grands peintres, Kandinsky, le premier grand peintre abstrait. C'est un grand peuple. On peut être d'accord ou non avec la politique de Poutine aujourd'hui, oui, mais la culture, elle reste. Vous savez, les hommes politiques, l'histoire, les ballets. Les ballets. Ouais. En 1991, vous êtes discret là-dessus, mais je vous le précise, je tiens à vous le dire. En 1991, vous avez créé 2 collèges universitaires français en Russie, l'un à Moscou, l'autre à Saint-Pétersbourg. Et en 2014, l'Institut Sorbonne, au Kazakhstan. Ouais. Vous étiez en compagnie de qui? Il y a... Bon, pour Moscou, j'ai amené François Mitterrand, donc c'est lui qui a signé les accords avec Gorbatchev. Il y a de très jolies photos dans mon livre, dans mes mémoires. Je rêvais de changer le monde, les mémoires chez Robert Laffont. Et puis, au Kazakhstan, j'ai amené avec moi un autre président français, François Hollande. Et c'était, je trouve que quand on fait quelque chose de bien pour vous, il faut savoir dire merci. Ah oui. Alors, Spasiba Bolchoï. Voilà, vous avez dit ça en russe. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme cadeau à un peuple qui vous a tendu la main quand vous étiez en train de crever de faim? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Quelque chose qui puisse lui servir, la connaissance, l'université, des diplômes de la Sorbonne, qui leur ouvrirait des fenêtres, des portes et des fenêtres sur le monde. Et c'est ce que j'ai expliqué à François Hollande, parce que à Almaty, où j'ai créé la Sorbonne Kazakhstan, voilà. Il y a un grand bâtiment inauguré par Hollande et Nazarbayev, alors président du Kazakhstan. Ma petite sœur est morte de faim, là. Mes parents étaient malades. Donc, et je me promenais squelettique dans les souks, dans le marché. On recevait que 50 grammes de pain par jour. 50 grammes de pain. C'est pas parce que j'étais juif ou pas. C'est tout le monde, c'était la guerre. Les gens crevaient de faim. Et puis, il y a
un Kazakh, un vieil Kazakh m'appelle, il me dit, Malchik, garçon, viens. Et il m'a tendu une petite galette, les piochka en russe. Mange, sinon tu mourras de faim. Et en vérité, j'ai expliqué ça à François Hollande, ce n'est pas la galette qui m'a sauvé la vie, c'est les gestes. Ça veut dire, dans ce monde où tout le monde crevait de faim, ou sous les bombes, quand on était plus près des fronts, les nazis étaient au port de Moscou, au port de Stalingrad. Voilà un homme qui a montré ce que c'est la solidarité. Et je voulais remercier les Kazakhs pour ça. L'université, et Hollande a très bien compris, il est allé et on a créé cette université qui marche bien. Oui. Et c'est l'enseignement, l'écriture, nous avons tous au fond de nous-mêmes la force que vous avez donnée. Et aussi la question qui se pose avec le numérique, se dirige-t-on vers un monde où sur X, dites-vous, 100 mots suffisent maintenant? Est-ce que... Non, 100 mots suffisent à quelqu'un comme Trump. Mais oui. Ça ne suffit pas pour créer une théorie de la relativité d'Einstein. Bon. Ça veut dire qu'on peut communiquer, et en vérité, même entre nous, on utilise combien de mots là maintenant à notre disposition? 500, oui, j'allais le dire. Peut-être. Oui. Vous ouvrez le dictionnaire, Robert, il y a combien de mots? Des dizaines de milliers. Il y a dans Gargantua et Pantagruel des Rabelais que j'adore, qui parlait l'hébreu mieux que moi, parce qu'il a appris l'hébreu à l'université de Montpellier. Il y a à un moment donné, il y a Gargantua, il dit... Prenons les mains pleines de mots et gardons-les. C'est-à-dire, il faut ramasser les mots dans les dictionnaires et les garder précieusement, parce que ça nous enrichit. Sinon, on se répète constamment. On se répète. Et puis, on ennuie les gens, parce qu'on se répète. On s'ennuie parce qu'on se répète. Vos livres ont été édités en combien de langues? Le Fou et les Rois, par exemple, ou la Mémoire d'Abraham. La Mémoire d'Abraham, 42. Parce que j'ai lu 10 millions d'exemplaires, la Mémoire d'Abraham. 7 millions. Ouais. 6 ans de travail sur le livre. Plus ambitieux plus le temps passe. Ben, plus le temps passe. Il continue à se vendre. Voilà. Oui, parce que si je vous cite l'écrivain, c'est vous qui le dites, hein, l'écrivain c'est comme un singe. S'il n'y a pas de branche, on n'a rien à raconter. Il ne peut pas sauter d'une branche à l'autre. Voilà. Vous avez des branches littéraires dans votre dernier livre, paru le 14 janvier dernier. Le Juif, c'est le titre, aux éditions Fayard, et qui démarre très très bien, m'a-t-on dit. Hein. Oui. Roman policier, roman d'espionnage, plein de rebondissements. Le Juif, mais ce n'est pas un Juif, puisque le personnage principal s'appelle Jean-David Dupuis, né en Picardie. Pourquoi la Picardie, Marek Alter? Ah oui, je précise aussi, il est né à Hauteux, près d'Abbeville. Oui, c'est là où j'avais une ferme quand j'étais peintre. Ah. Moi, dans ma naïveté, parce que on ne peut pas être un artiste si on n'a pas une certaine dose de naïveté. Si on a l'impression de tout connaître, on n'a plus rien à dire. C'est ça qui est drôle. Bon, donc, je pensais qu'un peintre devait vivre près de la nature, comme Monet, par exemple. Pour peindre les nymphéas, il fallait être près de la nature. Bon. Donc, j'ai passé quelques années là-bas et j'ai pris toute cette région, ces champs de betteraves, voilà, des gens simples, et curieux, travailleurs, les Picards, avec comme chef-lieu ou la capitale Amiens, une des plus belles cathédrales gothiques du monde que Proust adorait et qu'il appelait la Bible d'Amiens. La Bible d'Amiens. Voilà. Donc j'ai pris ces cadres-là pour placer là mon histoire.
Oui, votre héros est haut fonctionnaire au Quai d'Orsay. Il dirige la cellule de l'Europe de l'Est. Il travaille au ministère, comme le capitaine Dreyfus. Et sa sacoche bleue disparaît dans le train. C'est un symbole, cette sacoche bleue, qui illustre d'ailleurs la première de couverture du livre. Quels écrivains vous ont inspiré pour ce livre? Agatha Christie, John le Carré ou Ian Fleming? Avant de répondre à votre question, La sacoche bleue. La sacoche bleue, oui. Les deux. Les deux. Pour préciser à ceux qui nous écoutent, vous avez dit en effet que contrairement à Dreyfus, mon personnage n'est pas juif. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle les juifs? Parce que quand il est petit, il a une petite infection sur son zizi, hein, on le soigne, et voilà, circoncis. Et aux yeux de ses petits camarades à l'école, et après au lycée, et même à l'université d'Amiens, il est le juif. Et alors, il dit, non, je suis pas juif. Et ça devient presque un joke, une blague. Ah, appelons les juifs, on a besoin de quelqu'un pour jouer au poker, ou pour la discussion, pour un débat. Appelons les juifs. Bon. Et lui, il se défend. Non pas parce qu'il n'aime pas les juifs, mais parce qu'il est un bon chrétien. Il était baptisé dans cette belle cathédrale que j'ai décrite. Mais les doutes persistent. Donc, là, on arrive à ce que vous avez résumé. Il est responsable au ministère des dossiers sensibles. Il les transporte souvent dans sa sacoche bleue. C'est son côté un peu précieux. Bleu, pourquoi bleu? Oui. Voilà. Et cette sacoche lui est dérobée. Et on commence à soupçonner, parce que ce sont des secrets. Oui, on soupçonne d'ailleurs tout son entourage, y compris au ministère. Enfin, ça, on ne rentrera pas dans le détail. Mais bien sûr. Il y a une enquête très sérieuse derrière, un commissaire divisionnaire qui ne le lâche pas pendant toute l'histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Dreyfus, quand un bordereau disparaît dans son ministère, on pense Dreyfus. Parce qu'il y a les Juifs. Les Juifs, il est français et en même temps, il peut être lié avec d'autres Juifs qui sont ailleurs qu'en France. Mais lui, mon personnage n'est pas juif, il est lié à personne, c'est un patriote français. L'ami d'enfance du personnage principal, donc Dupuis, Simon Bernard, il enseigne à la synagogue d'Amiens. Il lui apprend que la synagogue... Qui a été inaugurée par Jean Moulin. C'est extraordinaire, ça, qui était secrétaire général à la préfecture à l'époque. Exactement. Et en plus, alors là, ça m'a touché énormément, il y a un hommage de Marc Alter, l'historien, au grand historien Marc Bloch, parce qu'il y a un portrait de Marc Bloch à l'intérieur. Ça, c'est formidable, ça. Oui, tout à fait. Formidable. Il y a une chose qui m'a frappé chez Marc Bloch, en dehors du fait qu'il a dit une chose qui est extrêmement juste, l'histoire est toujours contemporaine. Pourquoi? Parce qu'elle est lue par les contemporains. Parce que nous lisons l'histoire de Charlemagne, mais on les lit aujourd'hui, cette histoire, on la lit. Ouais. Donc, nous la voyons comme des gens du XXIe siècle. Donc, ce n'est plus la même histoire. Les faits sont les mêmes, mais la compréhension est différente. Et puis, quand il était résistant, il est pris par les nazis, et au moment où on allait les fusiller, exécuter, il pousse un cri qui résume un petit peu mon sentiment ou mon lien au pays et la langue dans laquelle nous parlons. Donc la France et les Français. Il pousse un cri « Vive la France, vive les prophètes d'Israël !» Tac, 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 et il est mort. Il y a aussi dans votre histoire un rabbin, le rabbin Lévin. Ouais. C'est un personnage de fiction ou pas? C'est un personnage de fiction, mais comme Balzac, je prends
ou tous les écrivains, pas seulement Balzac, les noms des gens qui tournent autour de moi, des amis. Alors, j'ai un ami qui est un rabbin qui s'appelle Lévin. Donc, j'ai pris, comme j'avais besoin d'un rabbin qui croise les chemins de mon personnage, qui n'est pas juif, mais il commence à s'intéresser à ce judaïsme. Puisqu'on les traite des juifs, il finit par vouloir savoir ce que c'est. Ah ben, Bon, d'autant que son ami Simon Bernard enseigne oui, le judaïsme. exactement. Il y a des pages extraordinaires, d'ailleurs. Et il revient, vous parlez de Simon Bernard, donc mon personnage revient à Amiens pour voir son copain, pour qu'il lui explique, dis-moi ce que c'est. Ce que c'est, on m'accuse d'être juif, on me soupçonne d'être juif. C'est quoi qu'être juif? Bon. Et puis, dans les trains, il croise un rabbin. Et je vais vous lire un petit passage. Voilà, j'allais vous le proposer, Voilà. justement. Bon, c'est... En prenant place dans le train, il scruta. Je vais prendre d'abord mes lunettes, comme ça. Je vais scruter Les plus caractères. attentivement. Voilà. Scrutez vos caractères. En prenant place dans le train, il scruta attentivement les passagers, mais aucun d'entre eux ne paraissait s'intéresser à lui. Hormis, oh surprise, un juif assis sur les sièges juste en face de les siens. Un juif religieux qui portait une longue barbe noire parcourue de fils blancs, un large chapeau noir et une redingote défraîchie. Derrière, des fines lunettes cerclées de métal, son œil gris le regardait amusé. « Vous avez l'air soucieux, monsieur, en moins qu'il soit de la colère, » fit-il d'une voix douce en s'appuyant de ses deux mains sur un gros livre posé sur ses genoux. « À quoi voyez-vous cela ?» répondit Jean-David en tâchant de dissimuler son irritation. « Ça se voit. Un juif commence tout voyage soucieux ou en colère. Sauf que je ne suis pas juif. Aïe, 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 devant moi, vous n'avez pas de raison de cacher votre judaïté. » Il sourit de manière complice. J'ai entendu les deux policiers, quand ils avaient l'air de policiers, qui vous suivaient, dire « on va protéger le juif ». Donc, non seulement vous êtes juif, mais vous devez être protégé. Il se pencha un peu vers Jean-David et en baissant la voix. Aujourd'hui, malheureusement, tout juif doit être protégé. Alors, il n'y a pas d'enchaînement qui ne soit pas par hasard. Je voulais vous poser une question à propos de votre documentaire Les Justes, en 1995. Ceux qui ont protégé les Juifs. Vous êtes le premier à être allé à travers toute l'Europe à la recherche des Justes. On parle de la guerre avec ceux qui ont sauvé 200 000 Juifs. Parlez-nous de ce documentaire. Oui, pour moi, c'est très important et merci d'en parler parce que les biens se vendent mal. C'est pour ça, quand vous ouvrez la télévision, on commence toujours les nouvelles, le journal télévisé, par une tragédie, par un drame, par un viol, par une guerre, par un incendie, par une sécheresse, par quelque chose qui doit nous bouleverser. Et rarement on parle d'un groupe de gens qui sauvent un enfant qui tombe sur les rails d'un train qui doit passer une seconde après. Personne n'en parle. Et pourtant, il y a peu de gens qui risquent leur vie pour sauver un bébé. Très peu. Donc, je me suis dit, je vais raconter des gestes exemplaires des gens qui ont, pendant la guerre, donc l'occupation nazie, risqué leur vie pour sauver des vies. En France, pour ceux qui ne savent pas, avant la guerre, il y avait à peu près 300 000 Juifs. Plus de 200 000 ont survécu grâce
à la bonté, à la solidarité des chrétiens catholiques, protestants, d'autres des gens appartenant à des ligues. Avant la guerre, il y avait des ligues de gauche, de droite, etc. Alors j'ai fait le tour de l'Europe pour interroger ces gens. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi avoir risqué votre vie, la vie de votre famille, de vos enfants, pour sauver les gens? Et il fallait voir les visages de ces gens. D'abord, l'étonnement. Étonnement devant ma question. Mais c'était normal. Ils m'attendaient normal. Les autres ne l'ont pas fait. Ah, alors, demandez aux autres pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et puis, tout doucement, ils commencent à raconter. Il y a, en France, Chambon-sur-Lignon, toute une région protestante, des protestants, avec les curés, avec les prêtres extraordinaires, Trocmé. Un village de 200 personnes a sauvé 5000 juifs. 5000. Camus habitait pas loin de là, parce que sur les plateaux, l'air était bon, il avait problème avec ses poumons. Donc, le médecin lui a conseillé d'aller s'installer là-bas. Je ne sais pas s'il les a aidés ou pas, mais dans les musées qu'on a construits à Chambon-sur-Lignon, dédiés à ces justes, on les appelle les justes, puisqu'ils ont fait les gestes de justice, sauver des vies, il a aussi son portrait. Et quand on parle avec ceux qui ont sauvé, ils sont déjà morts. Il faut dire, le temps passe. Voilà. Mais il y a encore quelques survivants, et c'est extraordinaire, leur témoignage. Extraordinaire. Avez-vous l'impression d'écrire davantage à partir de la mémoire, de l'observation ou de l'imaginaire? Tout se mélange. Vous savez, nous, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez des enfants, quand vous racontez votre histoire ou celle de vos parents à vos enfants, vous leur racontez quoi? Des événements que vous avez entendu parler, dont vous avez entendu parler. Vous ne les avez pas vus. On les a pas vus. Bon. Et même votre histoire, vous la racontez déjà revue par les regards de vos copains, de vos amis, de vos familiers. Tout se mélange. L'imaginaire, la réalité. L'imaginaire part de la réalité. Celle qui a inventé quelque chose de rien, pour ceux qui croient, c'est Dieu. Bon, parce qu'il n'y avait rien, et il a inventé quelque chose. Mais tous ceux qui sont venus après, ils viennent de quelque chose qui existe déjà. Ils s'appuient sur une réalité. Et cette réalité, quand on raconte aux enfants qu'il y a des faits qu'on peut trouver dans la forêt, donc nous leur parlons de la forêt parce qu'on sait que la forêt existe. Oui, bien sûr. Écrire pour vous, est-ce réparer une absence ou empêcher l'oubli? Quand on écrit, c'est l'amour des mots d'abord. C'est important, le mot. Et j'aime la Bible, par exemple, parce qu'elle privilégie les mots. Tout a été créé avec les mots. Tout a été créé avec les mots. Hein? Que la lumière soit, tout le monde connaît ça. Et la lumière fut. Il faut les dire seulement. Il faut demander, exiger, croire. Et ça marche. Donc les mots, c'est les mots. Et quand vous écrivez,
vous affrontez les mots. Et c'est là où on revient à votre première question. On peut communiquer avec l'autre, avec les autres, avec 100 mots. Vous ne pouvez pas écrire un livre avec 100 mots. Moi, il me manque toujours des mots. Alors, mon livre de chevet, c'est le dictionnaire des synonymes. Pour ne pas me répéter, j'ouvre le dictionnaire des synonymes et je cherche des mots que je ne connais pas. J'apprends. Et quel bonheur. Alter, le gardien du registre. Bah oui, c'est mon nom. C'est votre nom. Raison, oui. Alter, le gardien du registre. Je voulais aussi vous dire, j'ai été très frappé quand vous avez récupéré votre prénom grâce à Simone Veil. Oui, c'est Marek. Vous aviez quoi comme prénom avant? Alors, mon prénom était Marek. Oui. Marek, c'est Marc, tout simplement, Marc, en polonais. Mm-hmm. Quand nous sommes arrivés en France, en 1950, il y a un fonctionnaire qui s'est trompé. Il m'a collé un prénom Aaron. Je n'ai rien contre Aaron, encore que c'est le frère de Moïse qui a construit le veau d'or. Je l'aime pas tellement. Bon. Donc, ça me gênait. Il y avait même, on m'a mis une autre date de naissance. Ça me gêne pas. Mais un prénom, c'est important. Freud, il dit, changer de nom, c'est changer de destin. Un nom, c'est un destin. Il y a toute une théorie, d'ailleurs, là-dessus. À partir de votre nom, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes libre, mais déterminé. Les noms vous déterminent. Bon. Alors, je me suis battu pendant 30 ans pour récupérer mon prénom Marek. Et grâce à l'amitié de Simone Veil, qui était à l'époque ministre de la Santé, donc elle est intervenue, elle s'est énervée même, elle était très coléreuse. Donc on m'a rendu mon Marek, mais dans ma carte sur ma carte d'identité, c'est marqué Aaron, Marek, prénom usuel, Alter. Je n'ai pas pu me débarrasser d'Aaron. Vous vous rendez compte? Dans le livre, donc, Le Juif, que je vous exhorte à lire, parce que c'est une Bible, quelque part. Il y a des moments très forts, très intenses, très incarnés, parce que vous savez incarner les moments, Marek. Je voulais le dire, donc Le Juif, chez Fayard. Merci beaucoup, Marek Alter, d'être venu à Fréquence Protestante, avec cœur et avec émotion. Je vous dis merci. Merci à vous.